Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christian Parizeau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, chef économiste chez Aurel BGC. On a eu hier notre Premier ministre Édouard Philippe qui a fait une petite concession, vous avez suivi ça, aux retraités. On sait qu'il y a tout un dispositif de hausse de la CSG, on a beaucoup parlé. Et l'image du gouvernement en a beaucoup pâti dans les sondages d'opinion, qui frappe 7 millions de retraités, qui devra être corrigé, nous dit-on, l'année prochaine. Donc c'est pas pour tout de suite, parce qu'il faudra qu'évidemment il y ait une loi de finances, et qui sera corrigé à la marge. On parle de 100 000 personnes, 100 000 ménages en couple ou célibataires, c'est pas encore très clair, qui seront touchés. Est-ce que le gouvernement a raison, selon vous, de faire pas marche arrière, de faire ce petit geste, ou est-ce que vous dites finalement c'est vraiment un tout petit geste qui mange pas de pain, qui va coûter quelques dizaines de millions d'euros par an au budget de l'État, donc des quenouilles, comme on dit, et finalement ce geste, est-ce qu'il n'est pas insuffisant? Il est clairement politique. Il n'est pas économique. Ça n'avait échappé à personne. Voilà. Donc c'est déjà ça la première phase de la réponse, c'est que économiquement ça change rien sur le fond et c'est vraiment lié sur la politique. Alors après ça peut intervenir quand même à un moment où il y a énormément de critiques, peut-être. C'est paradoxal, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une situation qui s'améliore assez sensiblement au niveau économique. Il y a un marché de l'emploi qui se redresse. Par contre, on a une perception des ménages aujourd'hui, quand on regarde notamment les indicateurs de confiance, où les ménages se disent personnellement moi j'en profite pas. Donc c'est peut-être ça aussi. Alors là encore une fois c'est de la politique, hein, je dis, mais économiquement là ça peut nous intéresser. Ce qu'il faudrait pas non plus, c'est qu'on passe qu'on ait un frein à la croissance qui serait liée par une perception des ménages de dire moi j'en profite pas, donc je continue à épargner, je suis prudent dans mes achats, et donc là à ce moment-là on n'a rien fait. C'est circonscrit aux retraités, ce que vous dites là? Non, enfin c'est pas que les retraités, enfin on a les enquêtes de l'INSEE, c'est pas que sur les retraités, mais ça entretient le débat en tout cas. On voit bien le débat au niveau de la population, comme toujours de toute façon en phase de reprise, on n'a pas le sentiment que notre situation personnelle s'améliore tant que ça par rapport à ce qu'on nous annonce sur l'économie, sur la croissance. C'est pas faux en même temps, parce que la hausse de la CSG, on le rabâche, on le répète, c'était one shot début janvier. Les baisses des cotisations, c'est en deux temps, avec un gros morceau à l'automne. La baisse de la taxe d'habitation par tiers, encore une fois, c'est aussi à l'automne. On a eu les mauvaises nouvelles. Et d'ailleurs, on pourra faire le lien juste après avec l'INSEE qui revoit ses perspectives de croissance pour le premier trimestre à la baisse aussi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a clairement un décalage toujours entre le perçu et la réalité économique. Et en plus, on est sur un début d'année où clairement, il y a un peu plus de pression sur le pouvoir d'achat lié à… Il n'y a pas eu de choc psychologique comme l'espérait le gouvernement avec cette histoire de feuille de paye qui allait profiter de ce basculement. Choc dans quel sens? Dans le sens choc que… positif. Voilà, choc positif. Ah bah non. Voilà, il n'y a pas eu d'effet… c'est quelques euros, dizaines d'euros. Voilà, c'est passé complètement inaperçu. Donc, il y a clairement quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas un taux d'épargne qui pourrait un petit peu soutenir qui pourrait être en baisse pour soutenir la consommation. Donc, on est un peu dans cet aspect psychologique. Bon, même si sur le fond, il faut quand même le rappeler, on a quand même des très bons chiffres de croissance. On a les très bons chiffres, Christian Parizeau, mais quand même, l'INSEE revoit à la baisse. Alors ça, vous me direz, c'est 0,1 point de moins, mais on a une croissance qui sera moins forte en début d'année, 0,4% contre 0,5% prévu il y a de ça quelques semaines par l'INSEE. On a le sentiment quand même que peut-être le meilleur est derrière nous. Est-ce qu'elle commence à ralentir déjà? Elle plafonne, cette croissance française aujourd'hui? Alors moi je dirais plus le mot plafonnement que vraiment ralentir. Ce qui est clair, c'est qu'on sort de la phase d'accélération. Donc ça c'est clair qu'on n'avait pas tout le temps accéléré, qu'on ne pouvait pas non plus atteindre des rythmes de croissance très forts. La vraie question aujourd'hui qu'il faut se poser… Quand on passe de 0,5 à 0,4, on décélère, on ralentit. On décélère un petit peu, mais après est-ce que le trimestre prochain on n'aura pas plus 0,1 d'accélération? Franchement, pour l'instant, c'est trop tôt pour parler véritablement de retour. On n'est pas du tout dans un retournement. Mais par contre, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que on décélère parce que c'est juste ponctuel sur un trimestre, c'est pas grave, ou est-ce qu'on décélère parce qu'on peut pas aller beaucoup plus vite, parce qu'on commence à avoir des contraintes de production, qu'aujourd'hui un chef d'entreprise a peut-être un carnet de commandes qui est plein, il désire d'investir, mais on lui livre pas la machine, son bien d'investissement dans les temps, donc il peut pas augmenter sa production, il n'arrive pas à recruter la personne qualifiée sur sa main. Pourquoi il reçoit pas sa machine parce que toute la chaîne de production est tendue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a été tout au long de l'année dernière sur une très forte accélération de l'activité dans le secteur plutôt industriel, avec un redémarrage très fort de l'investissement, mais tout le monde a voulu jouer ce cycle de reprise en même temps, donc tout le monde passe ses commandes en même temps, mais derrière il y a des goulots d'étranglement. Alors les goulots d'étranglement, ils ont d'abord été visibles sur les matières premières,
Et on commence à voir dans les enquêtes au niveau mondial des chefs d'entreprise qui disent j'ai ralenti mes cadences de production parce que j'ai pas été livré en matière première. Après, finalement, ça se voit dans toute la chaîne de production. Si derrière, moi, je veux augmenter ma production de biens et que j'ai pas la machine-outil supplémentaire qui permet d'ouvrir la chaîne de production, j'ai un vrai problème. Et puis, si derrière, j'arrive pas à recruter la main-d'œuvre que je vais mettre sur cette nouvelle chaîne de production, moi aussi, je peux pas répondre à mes clients. On en est là aujourd'hui. Certains disent que ces 0,4% de croissance au premier trimestre attendu par l'INSEE, c'est dû effectivement à cette hausse de la CSG qui plombe un peu. Alors, je dis juste, c'est pour ça qu'il faut savoir si c'est juste un effet purement conjoncturel sur un trimestre qui pourrait être psychologique, on pèse un peu sur la consommation des ménages, ou est-ce que c'est véritablement le secteur qui a été le moteur? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, pourquoi je parle de contrainte, de goulot d'étranglement, c'est parce que toute l'accélération s'est faite que essentiellement sur un secteur industriel. Donc si c'est un secteur industriel qui aujourd'hui a des vraies contraintes de production, qui ne peut pas aller beaucoup plus vite, et qu'on n'a pas le relais, dans les services, c'est ça surtout qui est important. C'est que si derrière, si c'est juste l'industrie qui tire la croissance et qui ne peut pas aller beaucoup plus vite, et que derrière, on n'a pas suffisamment de création d'emplois dans le secteur des services qui va stimuler la consommation et qui va permettre d'avoir une croissance non pas liée à une hausse des exportations, mais à une demande intérieure qui reprendrait beaucoup plus alliée sur la consommation, là, on pourrait avoir quelque chose de plus grave qu'un simple 0,1, un petit ralentissement sur un trimestre. Et donc, là, on tendrait vers la croissance un peu plus faible, potentielle aux alentours de quoi? De 1,3, 1,4, 1,5? Voilà, on serait en tout cas, le budget est calé sur un 7. Voilà. Alors, le projet de budget. On a quand même la loi de finances 2018. Voilà. On va dire que ça va. Là, on a quand même une dynamique passée et avec un premier semestre qui ne va pas non plus chuter d'un seul brutalement. Donc, ça serait qu'un ralentissement, ce qui fait que quand même, ça sera dur d'être en dessous de 2, à mon avis, pour cette année. Il faut vraiment ça sera dur d'être au-dessus ou en dessous? En dessous de 2, excusez-moi. Pour vous, on fera 2% de croissance? On reste quand même sur une dynamique qui reste forte. Maintenant, encore une fois, c'est la question. L'acquis de croissance est de 1,6%. Voilà, à la mi-année. Donc, ça veut dire que si on fait 0 sur la deuxième semestre, on est déjà à 1,6. Donc, vous voyez que déjà, si on fait encore un bon troisième et quatrième trimestre, on pourrait de nouveau faire 2% de croissance. Voilà, on sera. Mais après, voilà, ça, c'est dans l'hypothèse qu'il n'y a pas une rechute. Et c'est ça qui est. Mais je ne pense pas qu'on est dans ce scénario-là. Mais c'est vrai que c'est quand même à surveiller. Et surtout, le message envoyé, au-delà de ça, c'est qu'en France, on ne peut pas beaucoup accélérer beaucoup plus vite. On peut pas aller. On est déjà dans notre vitesse de croisière. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème. Et là, c'est pas du conjoncturel. Ouais. C'est du structurel. Et c'est là la différence. C'est-à-dire que conjoncturellement, on peut profiter d'un environnement plus favorable. Potentiel. Comment on fait pour l'augmenter? Ça veut dire la formation, l'investissement passé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui, s'il y a une amélioration conjoncturelle, vous ne profitez pas de cette amélioration, à 100% de cette amélioration conjoncturelle, si vous n'avez pas des usines modernes, si vous n'avez pas des gens bien formés. Et là, par contre, ça, vous n'avez pas en répondre en 3 mois. Voilà, vous n'allez pas en répondre en 3 mois, parce que si vous êtes en retard, et on a un retard en France là-dessus, eh ben, vous profiterez de la reprise conjoncturelle, vous profitez de l'élan mondial, mais vous n'en profitez pas à 100% parce que vous avez du retard structurel. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, et je dirais presque, c'est dommage de le dire, mais si on le travaille aujourd'hui, ce sera peut-être pour le prochain cycle. Ce ne sera même pas pour tout de suite qu'on en aura les bénéfices. Puisqu'on parle de cycle, il y a aussi également le cycle monétaire dont on va parler aujourd'hui, Christian Parizeau. Et ce rendez-vous, des marchés cette semaine, et c'est aujourd'hui qu'on aura beaucoup de choses au niveau de la Fed. Alors, c'est marrant parce qu'il y a à la fois du suspense et puis il n'y a pas de suspense avec cette réunion de la Fed. Pas de suspense parce qu'on sait que les taux vont monter de 25 centimes. On sera dans une fourchette entre 1,5 et 1,75, c'est ça. Là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet, donc je pense qu'on peut passer rapidement. Après, il y a du suspense quand même parce que c'est sa première conférence de presse à Jérôme Powell, parce que la Fed va réactualiser ses prévisions de croissance et d'inflation, parce qu'on va avoir ce qu'on appelle les dots, les prévisions en fait de chaque membre de la Fed sur les hausses de taux à venir. Et là, il y a beaucoup de débats. On est un peu dans le flou sur tout ça. Donc ça peut faire bouger les marchés. Alors, on est dans le flou parce que le dernier DOT, c'était décembre. Ouais. Et rappelez-vous, la réunion de décembre, on n'avait pas eu la réforme fiscale votée aux États-Unis. Depuis, elle a été votée et mise en place à partir du 1er janvier. Donc c'est quand même important. On n'avait pas l'offensive protectionniste de M. Trump, c'est quand même important. Et on n'avait pas eu la phase de chute des marchés sur des craintes d'inflation et de hausse des salaires. Donc on n'avait pas eu ce mouvement un peu de panique en janvier, puis de rebond derrière. Et des ventes de détail en baisse. On voit 3 mois consécutifs. On va dire que depuis décembre, il y a énormément de choses qui ont changé. Et puis il y a aussi les membres votants
C'est-à-dire qu'on a une rotation qui s'opère au mois de janvier. Alors, à réunion de janvier, c'était des nouveaux membres votants, mais on ne sait pas ce qu'ils pensent. On n'avait pas eu Donc, entre décembre et janvier, il y a énormément de choses qui ont changé. Alors déjà, dans le DOTS, on aura le point de Mme Yellen qui va disparaître, mais on va avoir des nouveaux points qui vont apparaître et des changements peut-être d'anticipation de certains membres. Et surtout, dans les membres votants aujourd'hui, on sait que si on fait le décompte entre Faucon, Colombe, on va dire que les nouveaux membres votants aujourd'hui sont beaucoup plus faucons, ils sont beaucoup plus un discours beaucoup plus fort. Qu'est-ce qui pourrait effrayer les marchés? C'est quoi? Ça serait que pendant la conférence de presse, dans les questions-réponses, il y ait encore un mot comme le mot surchauffe là qu'il a sorti Jérôme Powell devant le Congrès, qui s'est mis à faire flipper un peu tout le monde. C'est un mot mal employé, sorti de son contexte. On n'est pas à l'abri de l'erreur de communication. C'est vrai qu'il débute dans ce métier de président. Alors, maintenant, il faut quand même. Ça fait 5 ans quand même qu'il suit les affaires monétaires de la Fed. Il n'est pas non plus complètement. Pas le perdreau de l'année. Hein. Voilà. Après, c'est vrai que les marchés vont être sensibles au moindre remous, ça on connaît, mais ça c'est pas ça le problème. Moi, je pense qu'il n'a pas aujourd'hui besoin, il n'a pas une forte pression, parce qu'il y a un élément qu'il faut regarder, c'est les anticipations d'inflation sur le marché obligataire. Parce qu'il y a deux choses. Soit les taux montent, les taux d'intérêt montent, parce que vous avez une croissance plus forte. Est-ce que c'est gênant? C'est pas gênant, parce que je demande une meilleure rémunération pour prêter à l'État américain, parce que je pense que la croissance américaine est plus forte, c'est bon pour la bourse, c'est bon pour le marché obligataire. La croissance américaine plus forte, il y a quand même une vraie question là-dessus. Oui, mais si la croissance est plus forte et que j'ai mes taux longs qui montent, c'est pas gênant. Par contre, si mes taux longs montent, parce que j'anticipe qu'il y a un gros risque inflationniste demain, là, ça devient gênant pour la bourse et ça devient gênant pour l'économie. Parce que ça veut dire que je demande à être rémunéré par rapport à un risque inflationniste, mais je n'ai pas forcément les ménages qui ont une forte croissance de leurs revenus et qui peuvent emprunter beaucoup plus. J'ai une bourse qui ne révise pas la hausse les profits des entreprises parce que la croissance est plus forte. J'ai juste une hausse de ma rémunération parce que j'ai une perception d'un risque inflationniste beaucoup plus fort. Et on est dans cette configuration. C'est ce qu'on a eu en janvier et c'est ce qui a fait chuter le marché. Donc si je suis dans ce schéma de hausse des anticipations inflationnistes qui va freiner l'économie, faut que la Fed, là, elle durcisse son ton, et c'est ce qu'ils ont fait dans les minutes de janvier qu'on a eu derrière, pour essayer de calmer ça. Il faut dire au marché obligataire, ne montez pas, ne relevez pas vos anticipations inflation, parce que moi je suis là, Fed, pour gérer ça et pour éviter qu'il y ait un risque inflationniste. Donc c'est pas la peine de mettre une surprime sur les taux pour ce risque inflationniste, parce que cette surprime, elle va peser sur l'activité, elle va peser sur Wall Street. En quoi ces anticipations, encore une fois, du marché sur des taux d'intérêt à terme, ça aujourd'hui modifie les comportements des particuliers, des tout simplement parce que ça fait monter les taux hypothécaires. Si mes taux hypothécaires, par exemple, c'est le 10 ans américain, oui, mais si par exemple le 10 ans américain monte de 30 BP, c'est que derrière les taux pour emprunter, pour acheter une maison montent aussi, mais que je n'ai pas une forte croissance du revenu des ménages, ça va freiner l'économie. Donc tout dépend après de l'ampleur de la hausse. Je suis d'accord. Aujourd'hui, on n'a pas un environnement très négatif. Mais si la hausse des taux traduit parce que on a une croissance très forte et que les revenus des ménages sont très dynamiques, la hausse des taux longs, elle va pas freiner l'économie. Elle freinera l'économie que si c'est une prime de risque qu'on rajoute au taux d'intérêt qui est liée à une peur inflationniste. Et là, la Fed doit réagir pour justement limiter. Qu'est-ce que les marchés ont anticipé? À quoi est-ce qu'ils sont préparés aujourd'hui? Et qu'est-ce qui pourrait les surprendre? Il n'y a qu'une seule chose qui fait peur au marché aux États-Unis. Il n'y a qu'un élément vraiment baissier pour moi, c'est l'inflation, l'inflation, l'inflation. Pourquoi? Parce qu'une fin de cycle, la seule chose qui fait peur aujourd'hui, pourquoi? Est-ce que la bourse américaine est chère? Elle est où cette inflation? Mais c'est pas le problème, c'est est-ce que la bourse américaine est chère? Elle n'est pas chère si je vous dis qu'il y a encore 3-4 ans de croissance économique. Ce qui provoque une fin de cycle, une récession, c'est quoi? C'est l'inflation qui oblige la Fed à monter ses taux, qui fait réagir les taux longs, qui fait ralentir l'économie et qui fait éventuellement qui crée éventuellement une récession. Aujourd'hui, d'autant plus risqué dans ce scénario-là qu'on a aujourd'hui un déficit budgétaire qui va exploser et donc on n'aura pas les moyens de relancer. Ça sera pas facile. Voilà, ça sera pas facile de relancer la machine derrière parce qu'on aura quand même des contraintes budgétaires très fortes. Donc le vrai risque aujourd'hui, c'est de dire soit il n'y a pas d'inflation et j'ai aucune raison de baisser sur mon marché action et j'ai les taux qui restent bas. Les taux longs qui restent bas, soit j'ai une concrétisation de l'inflation et la Fed à ce moment-là, il faudra qu'elle limite au maximum qu'on voit cette concrétisation de l'inflation. Aujourd'hui, non. On est d'accord. Les dernières statistiques, janvier, on a eu peur sur une statistique de chiffres. De février-mars, on était rassurés. Enfin, mars, on n'a pas grand-chose, mais on a surtout sur février, on a été rassurés. Mais c'est pas mort. Hein. Alors, les anticipations d'inflation ont beaucoup baissé sur le marché obligataire, ce qui explique la bonne tenue de Wall Street en partie. Mais il suffit de 3 statistiques d'inflation un peu forte et d'accélération de salaire pour que ça revienne. On spécule, on les a pas. Hein.
Pour l'instant, les anticipations d'inflation ont reculé sur les chiffres de février. Mais sur les datas en matière d'inflation, pour l'instant, on ne voit rien. Pour l'instant, on ne voit rien. Mais par contre, même les salaires, le chiffre de février était particulièrement bon là-dessus. Mais par contre, ça reste la thématique dominante. C'est-à-dire que pour moi, ça reste les vrais éléments baissiers. Si on a même pour des raisons d'erreur statistique, on a un salaire horaire qui commence à accélérer, là, ça va jouer. Pourquoi aussi, quand même, on focalise tous là-dessus, c'est qu'il y a quand même des raisons. On a quand même des données d'enquête qui nous disent que les chefs d'entreprise nous disent on monte les salaires. Donc on est aujourd'hui vers un élément, les chefs d'entreprise nous disent qu'ils montent les salaires, on ne le voit pas dans les statistiques. Alors c'est vrai que le problème des données d'enquête, c'est qu'on n'a pas l'intensité. C'est-à-dire qu'ils nous disent juste, moi, le mois dernier, j'ai monté les salaires ou j'ai baissé, ou j'ai pas monté les salaires. Donc, on n'a pas l'amplitude. Ils nous disent pas c'est 5 ou 10%. Et c'est peut-être ça qui a un petit biais. Mais par contre, aujourd'hui, par exemple, si vous prenez l'enquête réalisée auprès des petits chefs d'entreprise, vous êtes sur la plus forte hausse de salaire en nombre de personnes qui vous disent monter les salaires depuis 2000. Mais qui se Donc, traduit on a bien un mouvement. Mais qui on devrait le voir. Pas, encore une fois, pour l'instant, on ne le voit pas. Dans l'inflation salariale. Mais ce qui rend le marché un peu nerveux sur cette thématique. Quelle pourrait être l'erreur de communication ou d'annonce que pourrait faire la Fed aujourd'hui? C'est paradoxal, c'est d'être trop optimiste ou de parler de risque inflationniste. Il ne faut pas dire ce mot-là aujourd'hui. C'est-à-dire que pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des tensions inflationnistes, mais on n'a pas une mesure de retour de l'inflation. Donc aujourd'hui, tout le monde est nerveux parce qu'on sait qu'il y a des tensions inflationnistes, mais elles ne se concrétisent pas dans les indices. Donc si M. Powell a un discours un peu trop ferme en disant « je suis convaincu que la croissance est solide, ça va entraîner des hausses salariales, donc derrière l'indice des prix va accélérer fortement », on va percevoir ça comme le fait que la Fed va pas seulement neutraliser sa politique monétaire, mais qu'elle va commencer à appuyer sur le frein parce qu'elle pense que la croissance est trop forte. Je ne pense pas qu'il fera cette faute parce qu'aujourd'hui, il a justement ces anticipations d'inflation qui ont baissé sur le marché obligataire. Ce n'est pas le bon timing pour commencer à durcir le ton. Mais si dans 3 mois, on a des statistiques d'inflation un peu fortes, que les taux surréagissent, là, il durcira le ton pour un peu apaiser. Donc, il n'y a pas de suspense craintes. À vous écouter ce soir, quand on aura tout ça ce soir, il n'y aura pas de suspense? Je pense que, sauf erreur de communication, mais ce qui me paraît peu probable, je pense qu'il va avoir un ton, entre guillemets, pas totalement colombe, mais il va pas avoir un ton qui va se durcir par rapport à ce qu'il nous a dit à la mi-février quand il est passé devant le Congrès américain. Il va avoir un ton assez identique. Il va juste dire, on prend de l'avance dans la normalisation de notre politique monétaire. On va pas attendre que l'inflation reparte, donc on prend de l'avance. On va revenir vers une politique plus neutre, mais on n'est pas là pour freiner l'économie. Et on est très confiant sur la solidité de l'économie. Moi, je pense que c'est le message qu'il veut faire passer. C'est-à-dire que, je suis pas une colombe, je vais pas attendre que l'inflation revienne pour monter mes taux, parce que ça, je le paierai très cher, parce qu'il faudrait que je réagisse brutalement derrière, et ça serait très mauvais. Mais à l'inverse, je vous envoie pas le message qu'il faut freiner la croissance américaine. Donc, pour l'instant, il a, en tout cas, les données statistiques et le comportement des marchés qui lui permet d'avoir ce discours-là. Mais il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'est pas behind the curve, comme on dit toujours, il est behind the data. C'est-à-dire que c'est les données qui vont après le faire réagir et qui feront ajuster la communication. Aujourd'hui, il ne maîtrise pas vraiment sa communication. Pour moi, on est derrière les statistiques et il faudra réagir en fonction des statistiques pour essayer d'apaiser les craintes des marchés et non l'inverse. C'est pas elle qui donne le sens. Donc toute l'idée des banquiers centraux qu'on avait encore il y a encore quelques mois où les banquiers centraux pouvaient nous dire je vais vous faire ça à long terme, ce qu'on appelait forward guidance, c'est-à-dire que je vous dis très longtemps à l'avance ce que je vais faire, ça rassurait tout le monde. Ça nous donnait une belle visibilité, mais aujourd'hui, il ne peut plus nous fournir cet élément qui rassure. D'où le fait que tout le monde est en train de dire c'est le grand retour de la volatilité, parce qu'on n'a plus cet élément apaisant, parce qu'eux-mêmes, les banquiers centraux, ne peuvent plus nous promettre à moyen terme ce qu'ils vont faire. Ils sont derrière les données statistiques. Donc, si je comprends bien, pour clore le sujet, les marchés anticipent toujours 3 ou 4 hausses de taux aujourd'hui en moyenne sur 2018. Voilà. En janvier, c'était monté à 4. Et là, aujourd'hui, on est plutôt autour de 3, avec la troisième qui est un peu débattue. Alors, je parle des marchés futurs sur Fed Funds, donc c'est pas tous les marchés, mais on va dire que sur ce marché-là, on voit très clairement que là, à 3, on est entre 40 et 50% de probabilité de 3 hausses. Donc on voit que ça s'est quand même beaucoup réduit, mais par rapport, encore une fois, aux statistiques. Vous avez 3 statistiques, vous allez revenir à 4. Encore une fois, en janvier, on était sur 4 hausses de taux sur ces marchés futurs. Donc on voit que personne n'est certain, personne n'est confiant. Et puis derrière, la vraie question, c'est que si c'est vraiment un retour de l'inflation, ça veut dire qu'ils vont peut-être intégrer une probabilité de récession en 2019. Et c'est ça qui fait le plus mal. C'est-à-dire que vous sortez d'un cycle américain long et d'une croissance américaine qui serait peut-être autour de 2, qui n'est pas merveilleux, mais qui est très, très, très positif quand même, parce que là, vous êtes dans un cycle très long. Et là, on commencerait à intégrer un risque, je n'ai pas dit forcément, mais au moins un risque de fin de cycle. Et là, ça joue beaucoup sur les primes de risque. La transition est toute faite et on finit là-dessus. Christian Parizeau. C'est sur ces éléments-là, que Patrick Artus vient de sortir une étude en disant les marchés actions américains doivent corriger de 10%, ils sont surévalués de 10% parce que justement,
ce qui est anticipé par les marchés, c'est une croissance américaine très forte, au-delà de 3% sur les prochaines années. Et il dit rien n'est moins sûr. Il a raison, les marchés américains sont surévalués de 10%. Est-ce que vous payez aujourd'hui 15 fois les résultats des entreprises si je vous dis que l'année prochaine, il y a une récession aux États-Unis? La réponse est non. Voilà. Même par contre, s'il n'y en a pas, si on reste sur une croissance de 2, la bourse n'est pas chère. Elle est légèrement au-dessus de sa moyenne. Donc la clé. C'est pas 2 qui est anticipé par les marchés actions américains sur la croissance américaine. Voilà. Oui, mais 2 en volume plus un peu d'inflation. Donc pour vous, les marchés ne sont pas surévalués? Ils sont pas. Tout dépend de votre scénario économique. Moi, je suis plutôt baissier sur le marché action, donc je n'ai pas de problème là-dessus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment du digital aujourd'hui sur le marché action américain. Pourquoi vous êtes baissier? Alors, je suis baissier parce que je pense qu'il y a un ensemble de risques qui est en train de s'accumuler. Il y a une politique économique de M. Trump qui, à mon avis, est une aberration économique. Politiquement, je peux la justifier, mais économiquement, il y a une aberration économique. Les marchés, pour l'instant, il y a une espèce de… Oui, mais relancer une économique en fin de cycle, c'est une aberration, vous raccourcissez le cycle. Et je pense que globalement, on va avoir ces tensions inflationnistes qui vont se traduire par une hausse de l'indice des prix. Et là, on aura un moment. Mais je peux me tromper. Et à un moment donné, quand là, et là, la Fed devra. Je peux pas vous dire, ce sera l'indice des prix qui sera publié au mois de juin qui va nous montrer le 26 ça. juin. Voilà. J'ai pas cette boule de cristal. Mais en tout cas, moi personnellement, mon analyse fait que j'ai plutôt tendance à croire que ces tensions inflationnistes vont un jour se voir dans les indices des prix. Bon, c'est un gros débat, on pourra en faire des heures. Et là, la Fed devra accélérer la cadence. Et là, on aura un élément un petit peu de rappel. Maintenant, je dis juste que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est quand même dans une très forte incertitude sur le scénario économique et que c'est quand même, pour le marché action aujourd'hui, à son niveau de valorisation, c'est binaire. C'est récession ou pas. Et ce qui tranchera, ce seront les prochains indicateurs des prix et du salaire horaire. Et c'est ça qui fera surréagir les marchés. Mais en tout cas, moi, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on est très clairement, par rapport à il y a un an, on a acheté la croissance, la réforme fiscale, tout allait bien. Là, on est sur des vrais inconnus économiques, un vrai débat. Chacun peut apporter ses arguments pour et contre. Mais en tout cas, c'est une vraie incertitude qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Et donc, ça pèse forcément sur la valorisation des actifs risqués. Voilà qui est très clair. C'est son opinion à Christian Parizeau. Merci d'être venu. Donc Christian Parizeau, chef économiste chez Aurel BGC, qui était donc l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama.